Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA de The Free Agent. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu vous parler de basket et de NBA depuis la fin des finales NBA remportées par les Bucks. Et aujourd'hui, un petit sujet assez sympa. On a attendu un petit peu que ça se calme parce que c'était complètement fou. On va parler de la free agency et des différentes signatures et des différents moves qui ont été faits depuis une dizaine de jours maintenant. On va pas tout repasser en revue. Tom vous a fait un super résumé équipe par équipe. Il est disponible sur le site, donc allez le voir si vous voulez un petit point complet sur, un long point complet parce que c'est quand même 36 minutes de lecture. Mais un super point complet qui a été fait. Mais nous aujourd'hui avec Maxime et Tom. Salut les gars. Salut Charles, salut tout le monde. Salut Tom. On va parler de quelques équipes. On va réduire un petit peu le champ et on va parler de celles qui se sont vraiment activées et qui ont fait de véritables changements assez profonds dans leur équipe. Et on va commencer. Je sais pas. Est-ce qu'on commence par ordre alphabétique? On commence par les Bulls, si vous le voulez bien. Ça va très bien. Ça vous va? Et ben alors parlons des Bulls qui ont quand même, qui se sont quand même pas mal bougés sur cette free agency avec quand même deux grosses arrivées, celle de Lonzo Ball et celle de DeMar DeRozan. Alors Tom, pour toi, est-ce que ces deux moves vont permettre aux Bulls de renouer avec les playoffs la saison prochaine? Il faut l'espérer pour eux parce que ils n'auront pas d'exclus cette saison. Ils recrutent deux joueurs qui ont vraiment. Enfin, DeMar DeRozan, c'est un ancien All-Star et Lonzo Ball, il pourrait tout à fait le devenir les prochaines années. Donc, oui, ils n'ont pas le choix d'ailleurs parce que là, avec Zach LaVine, Nikola Vucevic, Lonzo Ball et DeMar DeRozan, c'est une priorité et c'est obligatoire d'accéder aux playoffs. T'es d'accord avec Tom, Ah cher oui, tout à Max? fait. Pour moi, il n'y a pas de souci. Effectivement, là, c'est playoff obligatoire. Et puis, il y a même une demi-finale de conf. Demi-finale de conférence, carrément. Pour moi, vu l'équipe qu'ils ont, ouais. Alors en plus, ils ont fait venir Alex Caruso des Les Lakers, Lakers. donc en plus ils auront un backup à la main. Effectivement, alors demi-finale de conf, je trouve ça un peu peut-être un petit peu prématuré parce qu'il va falloir aussi que tout ce monde se mette en place. Et on avait vu que ne serait-ce que l'arrivée de Vucevic l'année dernière avait commencé à faire un espèce de déclic, mais ça s'était assez vite calmé. Mais les Bulls font partie de ces équipes à l'Est où j'ai hâte de les voir tous ensemble sur le terrain. Euh, ça va être, je suis assez excité à l'idée de les voir. Le Markkanen pourrait partir. Alors Mm. est-ce que c'est Honnêtement, pour moi, une, ça peut vraiment changer, hein. Ça peut vraiment. Parce que dans quel sens? Markkanen, dans le sens que Markkanen a. Alors, certes, il y a des blessures, mais néanmoins, il a un niveau de constance quand il joue, qui fait de régularité, qui fait qu'il est vraiment, pour moi, important dans la construction de cette équipe. En plus, depuis qu'il a été drafté, il a été drafté par les Bulls, si je me souviens bien. Voilà, c'est un joueur qui s'est implanté dans l'équipe. Donc, pour moi, clairement, c'est lui qui va aider à créer de liens entre les autres joueurs et la franchise. Et pour toi, Tom, ton avis sur un potentiel départ de Lauri Markkanen? Moi, je pense qu'il a pas envie de rester à Chicago et de ce que je sais, Chicago, ils veulent récupérer un first pick dans un sign and trade contre lui. Donc, je pense qu'il partira. Après, s'il veut rester, ça fera que du bien à Chicago parce que au-delà de toutes ses arrivées,
Ils ont perdu Tadeusz Young, qui était hyper important pour eux la saison dernière. Et ils vont avoir besoin d'un poste 4. Donc, si Lauri Markkanen peut rester, ça pourrait vraiment faire du bien aux Bulls, mais je ne suis pas convaincu qu'il reste, moi. Affaire à suivre pour les Bulls qui, du coup, seront quand même, à mon avis, un sérieux client allez, à minima pour le play-in, mais vraiment minima du minima. Je pense qu'ils doivent être dans les 6 premiers la saison prochaine. Sinon, effectivement, ça sera déjà une première petite désillusion. On va partir de l'autre côté et on va parler des Clippers. Alors, il n'y a pas eu de mouvement de l'extérieur, très peu. Justice Winslow qui arrive, mais c'est surtout les re-signatures et surtout celle de Kawhi Leonard. Est-ce que alors c'était un peu ce qu'on attendait. C'était la grosse interrogation du côté des Clippers. Est-ce qu'il allait rester et donc essayer de faire mieux que l'année dernière où ils ont franchi. On peut dire qu'ils ont franchi cette espèce de plafond de verre qu'ils avaient pour arriver jusqu'en finale de conf. S'ils partaient, ils faisaient sans doute imploser complètement l'équipe. Maintenant, les Clippers misent sur la continuité. Leonard, Reggie Jackson, Serge Ibaka, Nicolas Batum, qui a fait des JO, entre parenthèses, petite parenthèse, qui a fait des JO absolument fantastiques avec ce contre. Les gars, le contre en demi-finale face aux Slovènes. Ah, c'est l'image des JO. À la dernière seconde. En basket, en tout cas. Mais voilà. Ah bah, non, je ne me Même lasserai pas de revoir cette photo. C'est l'image des JO. Complètement. Alors du coup, toutes ces prolongations, avec ces prolongations-là, est-ce que les Clippers, du coup, vont pouvoir à nouveau prétendre à une finale de conf et pourquoi pas passer encore le niveau au-dessus l'an prochain? Max? Pour moi, j'ai des gros doutes sur les Clippers. C'est pas une équipe qui me convainc. Je suis pas convaincu clairement par Tyronn Lue, par le coaching. Et puis surtout, ils ont toujours pas. Alors certes, Ibaka va revenir. Il y a ce problème qu'il n'y a pas de jeu intérieur. Alors, ils n'ont pas fait venir à l'intérieur. DMC est parti. Non, il est toujours là, pardon. Mais bon, ouais, c'est vrai que je suis plus que sceptique sur ces Clippers, et surtout quand on voit ce qui s'est passé à côté. Bon, voilà, je pense à une montée de Dallas, Phoenix qui sera là, les Lakers, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Je pense que oui, en playoff, c'est sûr, et dans S6, oui. Mais après, je suis plus dubitatif. Mais par contre, je suis comme Poébus, moi. Dans le sens que au minimum, pour sauver la tête de Tyronn Lue, il doit faire une demi-finale de conf. Parce que c'est pas que je pense, voilà, il y a une obligation contractuelle quelque part de faire ça. Mais pour moi, ça va être compliqué. Pour toi, Tom, cette continuité-là, elle va leur permettre d'aller encore un peu plus haut? Après, il ne faut pas oublier un détail, c'est que sur la fin des playoffs, il n'y avait pas Kawhi. On sait que la continuité, c'est important. On l'a vu avec les Bucks qui construisent un effectif depuis plusieurs années maintenant pour arriver là où ils en sont arrivés. Donc, après, c'est vrai que ça reste quand même léger. Il aurait fallu faire d'autres signatures parce que de l'extérieur, il n'y a que Justice Winslow qui est arrivé. Et c'est un peu léger pour les Clippers. Mais cette continuité-là, avec si Kawhi revient bien, ça peut les porter vers les sommets. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez faible au niveau de cette free agency. J'ai toujours eu du mal avec les Clippers. Je suis assez comme Maxime. C'est pas une équipe qui me fait rêver. Je la trouve sans âme de jeu. On le voyait l'année dernière. Ils attendaient juste que Paul George et Kawhi fassent le travail. Et puis autour, ils étaient assez statiques. Il n'y avait pas de jeu de passe, etc. Ils sont quand même allés en finale de conf. Et effectivement, je te rejoins, Tom. On ne sait pas ce qui se serait passé si Kawhi avait été là. Ça aurait peut-être un petit peu changé la donne.
Maintenant, à voir, est-ce que Kawhi va pouvoir revenir la saison prochaine? Il y a ce gros point d'interrogation là aussi, parce qu'il faut rappeler qu'il est blessé, que potentiellement il va se faire opérer. Je pense qu'ils ont encore un petit peu de temps normalement pour faire des signatures, mais il va falloir qu'ils se bougent un petit peu parce que Paul George ne pourra pas tout faire tout seul. Il a réussi à élever son niveau de jeu pendant les playoffs, mais sur une saison à 82 matchs, il ne pourra pas y arriver tout seul. Et c'est là pour moi le gros point d'interrogation. Avoir gardé Kawhi, c'est une bonne chose parce que je suis persuadé que s'il était parti, l'équipe aurait implosé. Mais du coup, gros point d'interrogation parce que, et là la transition est tout trouvée, parce que l'équipe qui partage le Staples Center, elle s'est renforcée. Alors, les Lakers se sont renforcés, mais ils ont quand même... ça a tout d'une équipe de vétérans. C'est une maison de pré-retraite ou quoi, Tom, les Lakers l'année prochaine? C'est un peu ça. Ça me fait penser à l'époque avec Steve Nash, qu'ils avaient, même l'époque avec Karl Malone, etc., ils avaient pris toutes les anciennes gloires pour tenter de monter une équipe avec, comme Karl Malone, Gary Payton, etc. Ça me fait penser un peu à ça. Et on avait vu que la première fois, ça n'avait pas marché. Donc, donc on ne sait pas. Après, là, il y a quand même Malik Monk, il y a quand même Kendrick Nunn qui sont arrivés. C'est des joueurs qui peuvent apporter pas mal de scoring en sortie de banc et qui peuvent et qui auraient intéressé n'importe quelle équipe sur cette free agency. Donc ça, c'est des belles signatures. Après, je suis plus sceptique quant à l'apport d'un Trevor Ariza, d'un Dwight Howard, même d'un Carmelo Anthony qui est un peu revenu avec les Blazers, mais ça reste quand même compliqué. Je pense que vraiment, de toutes ces signatures, les gros noms, etc., on va retenir comme j'ai dit, les Kendrick Nunn, les Malik Monk, que même la prolongation de Tyler Horton-Tucker, c'était important. Ouais. Cette équipe, elle va majoritairement se baser quand même sur leur big three, Anthony Davis, Russell Westbrook et LeBron James. Après, les signatures des joueurs comme Dwight Howard, je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux. Ton avis, Max? Ouais, pour moi, ça reste justement, c'est du vétéran, c'est du confirmé. C'est Westbrook, c'est comme lui qui est encore leader en triple-double l'année dernière, donc il fait pas que marquer, il donne des passes, il prend des rebonds. Ouais, pour moi, c'est quand même l'épouvantail de la conférence Ouest, hein, clairement. Parce qu'il va falloir les bouger. Hein. Justement, comme tu as si bien dit, des Tristan Horton, des THT, donc ça sera plus facile de dire ça. Ouais. Voilà, c'est des noms, voilà, il y a du bac court, il y a Carmelo qui va jouer en sixième homme, qui a fait important. Pour moi, c'est quand même une équipe qui est super bien construite. Frank Vogel, il commence à avoir la main sur des LeBron, sur des Davis, il sait comment les manier aussi. Je pense que, pour moi, ça reste vraiment l'épouvantail de la conférence Ouest. Après, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit non plus. Hein. C'est sûr, ils sont largement favoris, mais ce que je parlais, c'était au niveau des grosses signatures des vétérans. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est sûr, ils sont largement favoris pour le titre avec les Brooklyn Nets et ils vont être ultra durs à battre l'année prochaine. Ouais, moi, je vous rejoins surtout sur Talen Horton-Tucker. Il a vraiment montré de belles choses l'année dernière et c'est vraiment très bien qu'il l'ait prolongé. Après, les Ariza, les Dwight Howard et les Carmelo Anthony, c'est du sortie de banc, c'est pour soulager, ça va être pour soulager AD, ça va être pour soulager Kuzma. Je sais pas si on peut soulager Kuzma. Surtout qu'il est au Wizards. Et maintenant qu'il est aux Wizards, effectivement, j'avais oublié qu'il était parti avec le trade de Westbrook. Non, à voir comment ça s'articule, mais c'est beau, enfin, tu vois, de revoir. Enfin, moi, j'aurais voulu que Melo revienne à New York pour terminer sa carrière, mais c'est cool qu'il aille rejoindre LeBron.
À voir si la mayonnaise elle prend et si les jeunes aussi. Et je pense que euh, le contrat de THT montre aussi qu'ils attendent plus encore de lui. Euh, et puis pourquoi pas un autre Français qui est arrivé en two-way contract, Joël Ayayi, qui fait des plutôt bonnes performances jusqu'à présent en Summer League. Il y a peut-être à voir. Il reste favori parce qu'ils s'appellent les Lakers, parce qu'ils ont LeBron James et Anthony Davis, et maintenant Russell Westbrook. Donc ça sera effectivement un gros poison, à mon avis, dans la conférence Ouest. On part de l'autre côté et on va parler du finaliste, pas de l'an dernier, mais de l'année d'avant, le Heat, qui là aussi a fait très très fort et a signé celui que tout le monde devait s'arracher au mois de mars dernier, qui finalement était resté à Toronto. C'est Kyle Lowry. Alors Tom, ça y est, Miami pose un petit peu les bases pour revenir au sommet de la conférence Est. Ça y est, Pat Riley c'est enfin activé. La saison dernière, après, comme tu l'as dit, les finales NBA, il avait décidé de ne pas bouger son groupe. On a vu que c'était pas la bonne décision. Là, il s'est activé, il a fait pas mal de modifications. Il a signé Kyle Lowry qui apparemment aurait refusé 10 millions de plus de Dallas pour pouvoir jouer avec son ami Jimmy Butler. Il y a la signature de PJ Tucker qui est ultra importante parce que quand on a vu ce qu'il a fait contre Kevin Durant pendant la série face aux Nets avec les Bucks, c'est un vétéran qui peut t'apporter de la défense, qui peut shooter dans le corner. C'est hyper important pour le spacing du 8 aussi. On l'a vu face aux Bucks, c'est ça qui les a tués. Et bon, au-delà du fait que les Bucks étaient au-dessus, mais dès qu'on a coupé l'accès au cercle à Jimmy Butler et Bam Adebayo, c'était le Heat avait plus de solution en fait. Il y a ça, il y a l'arrivée de Markieff Morris en sortie de banc sur le poste 4. Il y a la prolongation de Duncan Robinson qui était aussi très importante pour Eric Spoelstra. Il est au cœur de tous ces systèmes. Donc ouais, là, le Heat se reconstruit pour pouvoir aller chercher les sommets la saison prochaine. Il y a la prolongation de Victor Oladipo qui, comme un peu dans le cas de Kawhi, on va voir comment il revient de sa blessure. C'est très intriguant pour ce qui va se passer la saison prochaine à Miami. Ouais. Maxime? Ah oui, moi, là, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Tom, parce que vraiment, clairement, on est sur une très, très belle équipe, très bien construite. Après, c'est pas Riley aussi qui est derrière, donc C'est ça. pas ce soit. Le bonhomme, ça fait comme 40 ans tant qu'il sévit dans la ligue, donc on commence à connaître un peu. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, c'est des moves très intelligents. C'est exactement ce qu'il fallait. Au niveau de la masse salariale, c'est ajusté. Va pas y avoir les stars. On connaît, c'est Laurie, Butler, Adebayo. Voilà. Après, il y a Duncan Robinson et l'autre shooter à 3 points que j'adore, qui est le petit shooter blanc qui s'était révélé aussi. Tyler Hero. Tyler Hero, merci. Ouais. Et voilà. Et là, je trouve qu'on a vraiment. Il y a une équipe qui est très bien ajustée, comme l'a dit Tom, avec des bons backcourts, des joueurs de banque, pas des mercenaires, justement, des joueurs de complément, des PJ Tucker. Voilà, moi, je ne vais pas redire ce qu'a dit Tom, mais c'est une très, très belle équipe et qui, effectivement, pour moi, va pouvoir viser très, très haut l'année prochaine. La conférence Est est en train de... je ne sais pas si elle rattrape un quelconque retard, puisque c'est la conférence Est qui a gagné le titre la saison dernière. Mais en termes je pense, de compétitivité, elle est en train de rattraper son retard, et je pense qu'elle sera sans doute très serrée l'année prochaine, parce que on en parlera quand on fera toutes les previews pour la saison prochaine. On est encore loin, on est encore à 2 mois du début de la saison, mais il y aura de sacrés clients pour aller en playoff. Miami, pareil, moi c'est comme les Bulls, et je suis impatient de voir Kyle Lowry avec un Jimmy Butler, avec un Tyler Hero qui
qui ne pourra que progresser par rapport à l'année passée et qui, je suis persuadé, retrouvera son niveau de 2019. Bam Adebayo, voilà, il l'a montré, il sera toujours là aussi. Je pense que c'est encore une grosse masterpiece de la part de Pat Riley. Ils n'ont pas fait de bruit. Si en plus Oladipo revient à un niveau ne serait-ce que convenable, pas forcément à un niveau. On ne lui demande pas d'être encore meilleur que quand il était aux Pacers, mais s'il revient à un niveau où il peut contribuer, où il peut mettre entre 15 et 20 points par match, le Heat va falloir sérieusement les considérer, même pour aller très 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 loin, à mon avis, la saison prochaine. Et si sur leur route, ouais, vas-y. Si tu peux me permettre de rajouter quelque chose, en plus, le Heat a signé un jeune pivot turc qui s'appelle Omer Yurtseven qui est en train de tout casser en Summer League. Va falloir vraiment, vraiment le surveiller la saison prochaine. Il ne devrait pas avoir trop de minutes, mais avec ce qu'il montre en Summer League, là hier, il a encore fait un match en double-double avec plus de 20 points et 5 blocs et 10 rebonds. Lui, il va falloir le surveiller. Et par rapport à ce que tu disais sur Tyler Hero, il va avoir beaucoup moins de pression que l'année dernière. C'est ça. Déjà, il va sortir du banc, alors que l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il a joué quasiment la moitié de ses matchs en tant que meneur de jeu, qui n'est pas à son poste. Il devait remplacer Goran Dragic. Donc, les motifs d'espoir sont nombreux pour Miami. Et puis, une équipe qui peut aligner un 5, Laurie, Oladipo, Jimmy Butler et PJ Tucker en fin de match, va falloir pouvoir attaquer dessus. Je suis entièrement d'accord. Mais sur leur route, ils trouveront l'équipe surprise de l'année dernière, qui du coup ne sera plus une surprise cette année. C'est les Knicks. Les Knicks qui se sont aussi renforcés et qui ont consolidé aussi une bonne partie de leur effectif. Alors hier, on annonçait que malheureusement pour Franck, les Knicks ont décliné leurs droits sur lui, donc il est agent libre non restreint et les Knicks le prolongeront pas, ils feront pas d'offre pour le garder. Ce qui me paraît plutôt logique avec une arrivée de choix, enfin j'espère, celle de Kemba Walker. On a aussi Evan Fournier, ça je suis super content qu'il arrive au Knicks. Il avait dit que pendant la saison dernière, je crois, il avait dit que ce serait un rêve de jouer au Madison. Et ben c'est chose faite. Evan Fournier rejoint lui aussi auteur de Jeux Olympiques incroyable. Il a porté l'équipe de France. Les Knicks ont prolongé Derrick Rose, ils ont prolongé aussi Nerlens Noel. Emmanuel Quickley est en train de encore tout casser dans la Summer League. Il a encore planté 25 points hier soir. Alors généralement les années 2 de Tom Thibodeau sont pas forcément les meilleures. On a vu l'année dernière que son système de faire jouer absolument tout le temps les joueurs, jusqu'au bout, ça avait cassé un petit peu en playoff. On les avait sentis un petit peu éreintés. Alors Max, les Knicks l'année prochaine, ils rebelotent, ils refinissent dans le top 4. Dans le top 4, on a déjà mis Miami, on met Brooklyn. Ouais, forcément. On met les Bucks. Quand même. Philadelphie, pour moi. Donc, pour moi, top 4, ça va être chaud pour les Knicks. Top 5, alors. Ouais. Les playoffs directs. Oui, playoffs directs, je pense. Avec Atlanta, oui, voilà, je pense qu'on a le top 6. Et qu'est-ce que tu penses, du coup, de ces arrivées plutôt... clairement, moi, je suis super content pour Evan. Evan, il a fait des JO. Je pense que même s'il avait attendu, il aurait pu gratter encore quelques millions de plus. Avec les JO qu'il fait, et je pense que les Knicks lui auraient offert volontiers parce qu'il a établi son talent ces Jeux Olympiques. Et clairement, on a un Evan Fournier qui est au sommet de sa carrière. Il a enfin un challenge à sa mesure, une équipe qui veut jouer en tout cas des hauts tableaux. Ça, une ville qui adore le basket, qui est la plus grande salle peut-être du monde, tout sport confondu.
Madison Square Garden. Donc, voilà. Donc, on a vraiment. Non, c'est une équipe qui va être. Pour moi, ils vont pas être. Ils vont être attendus, contrairement à l'année dernière. Mais je ne les mets pas dans mon top 4, mais je les mets vraiment en outsider. Pour toi, Tom, les Knicks l'année prochaine, avec ses arrivées, enfin, faut qu'on se focus sur les arrivées. On n'est pas en train de faire des previews pour l'année prochaine, mais Ouais. est-ce que ces arrivées vont leur permettre aussi de pouvoir aller un petit peu plus loin l'an prochain? Aller un petit peu plus loin, je sais pas, parce que l'année dernière, ils ont quand même atteint les objectifs qui étaient d'arriver en playoffs. C'était pas gagné en début de saison. Mais pour le coup, eux, ils se sont vraiment renforcés. Ils vont avoir un backcourt Kemba Walker et Evan Fournier la saison prochaine. Donc, ils sont connus à Boston, donc les automatismes seront sûrement déjà là. Euh, il y a des motifs d'espoir pour les Knicks la saison prochaine, mais la vraie bonne nouvelle pour moi, c'est la prolongation de Derrick Rose, parce que en sortie de banc, trouver un meneur au prix où ils l'ont signé, je crois que c'est 43 millions sur 3 ans, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'était pas si simple que ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je trouve qu'ils ont bien utilisé leur cap. Après, là, ils n'auront pas de superstar. Enfin, ils ont utilisé leur cap, ils l'ont bloqué pour les 3 prochaines saisons. Mais au moins, Tom Thibodeau va avoir un groupe sur lequel construire. Et il y a des motifs d'espoir pour New York. Et la seule chose qui m'inquiète, c'est de savoir si Julius Randle pourra garder le même niveau qu'il a eu la saison dernière, parce que on a vu qu'en playoff, il a complètement flanché. Il était fatigué, certes, mais c'est le jeu de Thibodeau, quoi. Il fatigue ses stars, il les fait jouer quasiment 42 minutes par match. Donc, je veux juste voir si Julius Randle va garder ce niveau. Après, oui, au niveau de la free agency, même la prolongation de Nerlens Noel, c'était très important parce que c'est un vrai rim protector et les Knicks vont en avoir besoin, même avec le retour de Mitchell Robinson. Donc, au niveau de la free agency, oui, ils ont fait les mouvements qu'il faut. Juste, il faudra voir si la mayonnaise continue à prendre après la deuxième saison. Je te rejoins complètement sur cette analyse. J'ai hâte de les voir aussi. J'ai, Moi, le gros point d'interrogation, c'est ce que je disais à Maxime avant qu'on enregistre, quand on en discutait. C'est Kemba Walker. Moi, il m'a jamais fait rêver. Je pense il a jamais atteint le potentiel qu'on lui avait confié. Donc, gros point d'interrogation. Evan, je suis super content et je pense qu'elle amène avec Derrick Rose, Quickly, Kemba qui peut largement le faire aussi. Ça va être assez sympa effectivement de voir tout ça. Euh, bon, jusqu'à présent, on a parlé des équipes qui avaient quand même plutôt bien réussi leur free agency. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que chacun vous pouvez me donner une équipe qui vous a déçu et qui aurait dû sans doute faire mieux durant cette free agency? Vas-y, Tom. Les Sixers, hein, ils n'ont pas réussi à se débarrasser de Ben Simmons. Leur meilleur mouvement, c'est l'arrivée d'André Drummond derrière Joel Embiid. Vraiment pas convaincu du tout de ce qu'ont fait les Sixers. J'ai envie de dire que leur seule bonne nouvelle, c'est la prolongation de Furkan Korkmaz. Donc, c'est vraiment Ouais. très, très inquiétant pour la saison prochaine. Avec ce qui s'est passé cet été, les informations qui sont sorties concernant Ben Simmons, le fait qu'il a plus de contact avec Philadelphie, etc., le fait qu'ils n'aient pas réussi à s'en sortir, à le faire partir, c'est je sais pas du tout ce que va donner Philadelphie la saison prochaine, mais ils sont passés complètement au travers de la free agency. Ouais. Pour toi, Max? Oh, bah, j'ai tiré sur une ambulance, les Pelicans, faut pas changer. Parce que à Chicago, bah, voilà, on parle de la free agency, mais bon, au niveau des transferts, moi, voilà. Après, ouais, j'ai juste à dire les Pelicans, je pense que tout le monde a compris. Voilà, c'est inadmissible la manière dont ils gèrent cette équipe. De toute façon, ils veulent la faire déménager. Voilà, ils font tout pour éviter que les gens aillent dans la salle, voilà, comment dire.
où ta franchise il y a vraiment toutes les raisons de déménager. Et je pense qu'ils vont très bien arriver. Je pense qu'elle ira très bien à Las Vegas. Ou à Seattle. Ouais, c'est ça. Ou à Seattle. Ouais, je rejoins beaucoup Tom sur les Sixers. Pour le coup, effectivement, ils sont complètement passés à côté de ça, de cette free agency. Bon, après, il y en a d'autres, hein, on va pas les lister. Vous verrez dans le bilan complet. Les Timberwolves, ça a été assez rapide aussi. Hein, il y a quasiment rien qui a été ajouté. Voilà, il y a certaines équipes, ça sent quand même les saisons un petit peu galères la saison prochaine. On en reparlera quand on fera les previews dans pas très très longtemps, parce qu'on est quand même à 2 mois, donc on va laisser passer un petit peu la Summer League pour voir comment ça se passe, et puis on vous fera vivre tout ça. Merci Maxime, merci Tom. Merci à vous, merci de l'avoir écouté. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous êtes assez d'accord avec nos différentes analyses de cette free agency. On n'a pas pu parler de tout le monde, on vous l'a dit dès le départ. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire part un petit peu de vos analyses sur cette free agency. Merci à nouveau de nous avoir écoutés, et on se retrouve assez rapidement pour un nouveau podcast NBA sur The Free Agent. Donc à très vite et à bientôt.